êtes sur Système et Compagnie, le podcast qui vous accompagne à piloter votre business en ligne. Je suis Sonia Laurembourg et ma mission est d'accompagner les web entrepreneurs à changer d'échelle de business. Ici, vous découvrirez des conseils, des concepts et des réflexions pour reprendre le contrôle sur votre temps et votre activité et structurer et développer votre business en ligne. Bonne écoute! Hello, bienvenue dans l'épisode dédié aux concepts clés. Concepts clés aujourd'hui sur le sujet des process et automatisation. Nous avons déjà découvert les concepts clés en finance avec l'épisode d'Arnaud. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite vivement à aller rattraper cet épisode. Et vous découvrirez tout au long de cette saison les concepts clés de chaque thématique. Cette fois, c'est Antoine, donc notre expert process et automatisation, qui nous partage 4 concepts clés. J'espère que cet épisode vous plaira parce qu'il va vous permettre de découvrir les principales connaissances à avoir pour mettre en place des process efficaces. Il va aussi vous permettre d'avoir une bonne idée des aspects à améliorer dans vos systèmes actuels parce que vous avez forcément déjà des choses en place, quel que soit votre niveau de business. Et puis surtout, il va vous permettre de comprendre l'importance des process, c'est-à-dire poser son cerveau, gagner en sérénité et optimiser la productivité de son entreprise. Bref, moi personnellement, quand je dis ça, ça me fait rêver. Je vous laisse donc avec l'écoute de l'épisode du jour. Je vous souhaite une excellente écoute. Hello Antoine, comment vas-tu ? Eh ben ça va et toi Sonia ? Eh bien écoute, ça va super, ça va toujours bien. Je dis toujours parce que la réalité c'est qu'on est sur la même session d'enregistrement sur tous les épisodes de cette saison. Et donc nous on n'a pas quitté notre siège depuis tout à l'heure. Sur cet épisode, on va partir sur l'exposition un petit peu de concepts clés en process et automatisation. Donc, concept justement très simple de cet épisode, je te donne le concept et puis je te laisse partir en roue libre, mais pas trop, parce que j'ai compris qu'on pouvait aller très très loin sur certains sujets. L'idée, voilà, c'est que tu me dises ce que ça t'évoque et ce que tu peux partager à ces sujets. Ça te va ? Yep. Allez, let's go. Premier concept, tout bête, est-ce que tu peux nous donner quelques do's et quelques don'ts en process et automatisation ? Je sens qu'on va avoir des pépites. Oh. Alors la première chose, c'est le premier en haut de la liste, c'est ne pas automatiser tout de suite. Ça fait un peu contre-intuitif, mais il ne faut absolument pas commencer à automatiser si vous n'êtes pas clair sur pourquoi vous faites ça, et ensuite la façon dont doit se dérouler votre process. Et après seulement, vous pouvez réfléchir à OK, qu'est-ce que je dois automatiser ? Pourquoi ? C'est parce qu'une automatisation, on a déjà dit, c'est vraiment bête et vraiment très méchant. Ce qui fait que si vous lui dites tournez à droite, elle va tourner à droite, même s'il y a un mur. Ce qui est un peu dommage. Si vous lui avez pas dit que tu tournes à droite seulement si tu peux tourner à droite, il y a un problème. D'où l'intérêt en fait de faire des automatisations qui sont les plus simples, les plus lean, on en a déjà parlé, possible, afin d'éviter les énormes complexes et autres automatisations de 300 modules qui finalement on ne s'y retrouve plus quoi, et on est perdu. Et ça, c'est le piège. Rester le plus clean et le plus simple possible. Il y a, je ne sais plus qui disait, ce qui est simple est beau. Si ça a l'air moche, c'est que c'est moche. Si c'est beau, c'est que ça fonctionne bien. On peut toujours aller gagner un peu de temps, etc. Mais vraiment, définissez votre process. Quel est l'état final recherché de mon automatisation et avant ça de mon process, et en fonction, créez votre automatisation, créez votre produit. Produit d'automatisation, c'est intrangeable évidemment. Voilà, c'est vraiment le do et don't. Écrivez votre process, n'automatisez pas directement. Il y avait une question qui était, est-ce que je peux aller directement dans Make ? La réponse est non. Enfin, sauf si vous voulez y passer des heures à galérer. Passez d'abord du temps sur une feuille. Qu'est-ce qu'il faut ? Comment j'y vais ? Quelles sont les transformations dont j'ai besoin ? Où est-ce que je vais chercher l'info ? Etc., etc., etc. N'oubliez pas non plus qu'une automatisation n'est jamais aussi efficace que la qualité des données que vous lui donnez. Donc si jamais vos données sont en énorme bordel dans ActiveCampaign,
eh ben, votre tome, elle va chercher un énorme bordel dans ActiveCampaign. Donc, Hmm. du coup, il y a cette notion-là. On parle beaucoup d'automatisation, mais on ne parle pas du tout assez de données. Je sais qu'une personne spécifique qui va en parler bien mieux que Oui. moi. Mais c'est hyper important, notamment sur la partie comment vous structurez une base de données. On part un peu en technique, mais là, c'est vraiment un métier. Comment vous faites en sorte d'avoir la bonne structure de données afin de récupérer efficacement l'information. Un exemple tout bête, vous avez dans votre CRM, vous avez peut-être un client, mais vous pouvez lui mettre plusieurs contrats, ou pas, ou un seul, j'en sais rien. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser, parce que vous allez en avoir besoin, enfin, la personne qui va bosser pour vous va en avoir besoin pour automatiser de façon efficace et clean. On ne cherche jamais une autom pour une autom, on cherche une autom pour son état final recherché. C'est beau, c'est clair, ça m'envoie un email, ça m'envoie quoi, etc. Si vous n'avez pas ces questions-là, vous irez absolument nulle part. Ok, donc d'où faire du travail en amont, de Bon, cleaner ses bases de données, cleaner ses données et bien sûr bien processiser avant parce que forcément, comme tu dis, si t'as pas vu qu'il y avait un mur à droite et que tu dis d'aller à droite, eh ben tu vas dans le mur avec l'automatisation. tous les coups. Voilà. Il est bien, il exécute dans le mur. Ok, Dommage. ça marche. Est-ce que tu as d'autres do et don'ts à partager? Pas nécessairement, parce que quand on démarre l'automatisation, c'est absolument les premières choses à faire. Ok. Quand on est un peu plus dans la mouvance et ainsi de suite, le meilleur conseil pour créer une automatisation, en fait, c'est de prendre son temps. C'est vraiment de prendre son temps et c'est de ne pas rusher. C'est pour ça que j'accompagne mes clients personnellement sur plusieurs Hmm. mois, afin de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je te donne un exemple. J'ai une voilà, à titre personnel, je détiens des crypto-monnaies. Hmm. Et en fait, je suis un gros flemmard, ça j'ai déjà dit, et ça m'embêtait tous les matins ou tous les soirs d'acheter, de vendre, etc. Mhm. Et du coup, j'ai créé un système, etc., qui est basé sur Mec, hein, pas de spoiler, qui permet en fait d'acheter et de vendre automatiquement ces crypto-monnaies. Mhm. Sauf que là, je vous le dis, vous dites, ah, c'est super, je vais mettre en place. Non, non, parce que moi, ça a mis entre 6 et 9 mois pour mettre en place. Parce qu'au début, je le faisais à la main, après, je me suis dit, mais attends, je peux faire automatiquement ça. Puis j'ai essayé une première step, une deuxième step, une troisième step, j'ai fait machine arrière, j'ai reconstruit. Là, actuellement, il faut encore que je la reconstruise, etc. Une automatisation, tout comme un process, ce n'est pas fixe, ça ne doit pas être fixe, c'est vivant. Beaucoup de gens voient le process comme ah bah c'est marqué dans le marbre et on arrête. Non, non, au contraire, un Ouais. process, ça doit évoluer, ça doit vivre. Et c'est la même chose pour l'automatisation. Les meilleurs automes sont celles qui mettent le plus de temps à cuire. Si vous aimez la cuisine, il y a un peu ce côté-là. Plus c'est long, plus c'est bon. Eat it, comme dirait Fabien. C'est ça. Et, écoute, je suis contente que tu parles de ça, c'est parce que ça me parle énormément. Moi, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, des prospects, en me disant, bon, Sonia, c'est le caca dans mon business, il y a des feux de partout, j'ai besoin de toi pour éteindre les feux. Et en fait, je leur explique que je ne suis pas la personne qui va éteindre les feux. En fait, moi, je suis celle qui va venir après que l'incendie soit passé pour reconstruire derrière. On va tout nettoyer, etc. Exactement. Ouais, Et en fait, c'est long. C'est long, vaut mieux pour éteindre des feux avoir de la main-d'œuvre. Donc là, recruter un assistant, enfin vraiment des personnes qui sont sur l'opérationnel. Et une fois qu'on a passé le moment de rush, en fait, il faut accepter d'aller prendre le temps de poser les choses. Et j'aime beaucoup les délais dont tu parles parce que c'est ceux qui me parlent énormément sur les niveaux de business que j'accompagne. Donc, on va dire des infopreneurs qui ont fait une jolie croissance et qui commencent à se structurer, donc qui ont dépassé les 100, 250 k, eh bien, en fait, arriver à une étape satisfaisante de structuration, c'est minimum 6 mois. Et quand je dis 6 mois, c'est que la personne, elle a bien anticipé sur plein de choses avant et qu'on arrive sur un business où il y a déjà des choses. Quand on arrive sur un business où il y a rien, où il y a tout à construire, c'est au moins 12 mois, grand minimum. Et c'est ce que tu dis. Ensuite, ça ne s'arrête jamais parce que le business ne cesse jamais d'évoluer, voilà, ne cesse jamais de tout à fait. grandir. Il évolue aussi dans un système qui est plus grand, qui est celui de son marché, qui est celui de l'économie, qui est celui de tout ce qui se passe aussi au niveau sociétal. Et ça va venir forcément influencer ce qui se passe dans l'entreprise. Voilà, donc il ne faut pas penser que les process et les automatisations et d'une manière plus générale, systématiser une entreprise, c'est quelque chose de fini
que c'est un livrable en fait qu'on peut espérer. Une entreprise, c'est toujours en croissance, en décroissance, en C'est ça. évolution, etc. C'est toujours le cas. Par contre, ce qui peut être intéressant de mettre en place, c'est des systèmes d'alerte. Je m'imagine la tour de garde pour observer les feux. C'est C'est des ça. systèmes d'alerte qui permettent de voir si une vague arrive, s'il y a du vent et que ça commence à cramer, etc. Ça, c'est intéressant à mettre en place. Alors évidemment, au démarrage, on ne sait jamais en place, hein, quand on se prend la première vague. Ça peut être en place après, pour le coup. Et c'est là où des process clairs et stricts peuvent beaucoup aider. On voit beaucoup le process comme très très carré et on va être honnête, pas très fun. C'est pas très fun parce que ça doit être suivi, parce que si vous ne le suivez pas, vous prenez le mur. On Mm. parlait d'aviation juste avant. À chaque fois qu'il y a un décollage, un atterrissage, un cockpit d'avion, il y a une checklist. La checklist a été inventée par l'aviation, en passant, hein, par les aviateurs. Il y a une checklist, et la checklist, ça sert à quoi? Ça sert à garantir que ça fonctionne comme il fallait. Et la majorité des accidents, une partie des accidents, parce qu'ils n'ont pas suivi la checklist. Voilà, c'était marqué tourner à droite, et ils n'ont pas tourné à droite. Voilà. Ah C'est non, ça. mais c'est vraiment un vrai cas et les process sont là pour ça. Évidemment, il faut qu'ils soient bien faits. Et ce qui est super intéressant dans ce domaine et là, on a beaucoup à apprendre, c'est que on est toujours en constante évolution, en constant apprentissage. Il y a une phrase qui dit on vit pas assez vieux pour faire toutes les erreurs du monde. C'est le cas. C'est si on peut s'inspirer des erreurs des autres et s'inspirer de leur use case et Mm. faire grandir nous et notre business, faisons-le. Okay. Donc c'est ça aussi qu'il faut dire. Comment je fais pour avoir un coup d'avance sur cette problématique-là? Là où on va tous les deux être très clair, hein, nos clients aussi bien que nos business, en général, on est derrière le business et quand la vague arrive, on se dit ouh, C'est pas ça. grave, c'est objectif. Voilà, il faut passer par là pour se comprendre. Voilà. Oui, complètement, complètement. D'ailleurs, enfin, c'est intéressant, c'est comme ça qu'on grandit, hein, c'est en faisant des erreurs. Par contre, une fois que tu as pris la vague en pleine face et que tu as compris ce que c'était, là, c'est bien d'aller mettre des choses en Euh, place. une fois, pas deux. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. On est d'accord. Ok, super. On va passer au deuxième concept où l'idée, là, c'est simplement de te dire process et automatisation et outils. Alors, c'est ce que je disais ce matin quand j'enregistrais avec Arnaud sur la partie finance. Je ne peux pas me permettre de faire toute une saison comme ça en parlant de finance, de data, de process, sans aborder avec vous les outils, même si ce n'est pas forcément la partie la plus importante. Mais je veux bien que tu me donnes un petit peu ta vision, l'outil, quelle est sa place en fait dans cette partie process et automatisation? Alors, je vais te décevoir, hein, désolé, mais pour moi, l'outil vient systématiquement en dernier. Oui. Parce que si vous n'êtes pas clair sur votre process, l'outil, en fait, on se contre-moque. On parlait sur un épisode précédent de comment on fait des mappings de process. Bah, si vous avez des post-it, ça marche très très bien aussi, hein. Et je pense que le plus important, c'est quand vous voulez mettre en place ces process et ces outils, c'est de ne pas suivre les hype LinkedIn de faut absolument tester cet outil-là, ChatGPT 42 qui révolutionne la vie et Notion 35.4 qui est vachement bien. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas votre voisin, vous n'êtes pas l'entrepreneur qui écrit sur LinkedIn. Et en fait, on a ce réflexe très consumériste d'ailleurs de se dire j'ai un problème, je prends un outil. J'ai des clients qui m'ont dit j'ai un problème de CRM, j'ai appelé HubSpot, j'ai pris HubSpot, je ne l'ai jamais ouvert. Bravo, tu as perdu 700 balles. Mm. Félicitations. Ça n'a pas du tout répondu à ton besoin. Donc, avant de vous jeter sur un outil, posez-vous d'abord sur de quoi j'ai besoin finalement. Est-ce que j'ai besoin d'une gestion de clientèle? Est-ce que j'ai besoin de pouvoir envoyer des mails automatiquement? À quel niveau j'ai besoin aussi, etc. Et c'est uniquement quand vous vous serez posé sur ça, encore une fois sur le process, désolé, que vous allez pouvoir définir l'outil qui peut servir. Mais avant ça, il faut vraiment être clean sur qu'est-ce que je veux faire avec cet outil-là, pour être honnête. Donc après, il y en a plein, hein, on peut en parler des longs travers diagonales. Vous trouverez plein de conseils sur LinkedIn et ainsi de suite. Mais avant tout, testez-le. C'est pas grave si vous vous plantez, hein. Moi, je vais être transparent. J'ai acheté deux outils qui m'ont coûté 400 balles chacun, enfin en tout 400 balles par an. Et je vais me dire, bah, en fait, je les change parce qu'il y en a des gratuits qui sont plus efficaces que ça. Voilà, ça arrive, D'accord. c'est pas grave. Ne tombez pas dans ce qu'on appelle les lost found, c'est-à-dire de dire, bah, j'ai investi dans cet outil-là, du coup, je vais absolument l'utiliser. Oui, bah, ton outil il est pourri, j'ai plus rien, il ne correspond pas à ton besoin, plutôt, il ne correspond pas à ton besoin. Ne t'acharne pas sur un outil qui ne te correspond pas. Comme ça, j'avais des clients qui avaient HubSpot installé, ils n'avaient aucun commercial. Je dis, mais
L'outil te coûte plus de 1 000 € par mois, tu n'as aucun commercial. À quoi ça sert? Eh ben, on a tout rétrogradé, et maintenant, pour la moitié du prix d'un Spot, on a un Pipedrive, un Calendly, et ça marche bien mieux, parce que c'est adapté à nos besoins. À savoir aussi, vos outils ne vous suivront pas toute votre vie d'entrepreneur. Forcément, il faudra faire un deuil sur les petits outils mignons que vous avez. Ils vont vous servir à un instant T. À un moment, vous les aurez dépassés, ils seront plus à leur place, et c'est pas grave, c'est un cycle normal. La rare exception de ces outils-là, c'est tout ce qui est automator, comme on appelle ça, un Zapier, un Make et autres, Oui. qui de base viennent très souvent dans l'équation. Je rajoute, si vous n'avez pas de compte Google Workspace, désolé, je leur fais de la pub, je devrais pas, c'est quand même un indispensable, et ils sont ultra connectés et d'une précision parfaite comparée à un OVH et autres. Voilà, il y a des moments où il faut savoir rendre à César ce qui est à César. Ça vous coûte 12 balles par mois. Et vous êtes bien plus royal que si vous avez pris vos comptes autre part. Sachez-le juste, conseil. Et c'est beaucoup plus simple pour connecter. Voilà, c'est un petit peu ça. Et ne voyez pas l'outil comme une charge, mais voyez l'outil comme un gain de temps. Exemple, ChatGPT, ils ont un plan payant, ChatGPT Plus, qui coûte 20 € par mois. Oui. Wow, c'est cher, 20 € par mois. La question, c'est pas c'est cher, la question, c'est combien de temps ça vous fait gagner par mois. 20 €, je parie que l'intégralité de ton audience se price plus que 20 € par heure. J'espère. J'espère. J'espère aussi J'espère. pour vous. J'espère. Voilà. Pas grand-chose, 20 €. Donc, ça veut dire, si par exemple, une personne est à 40 ou 50 €, que si cet outil-là lui fait gagner une demi-heure de production par mois, c'est rentabilisé. Ouais. exactement. C'est vraiment ça le point. Après, il faut aussi faire attention à l'objet brillant et pas se dire je veux absolument ça. Okay, ça, c'est le rôle des architectes process ou des no-code makers d'aller tester tout plein d'outils et de voir ce qui est utile ou pas et d'aller un peu débroussailler la jungle, même si on ne peut pas tout tester individuellement. C'est plutôt au sein de collectifs, de cercles qu'on peut travailler, comprendre échanger avec nos confrères pour comprendre ce qui est utile ou pas. Mais voilà, c'est vraiment, vraiment ça. Soyez clair sur ce dont vous avez besoin. Challengez votre besoin. On revient toujours sur la fameuse 5 étapes. Quel est mon besoin? Challenge le besoin. Est-ce que j'en ai besoin réellement ou pas? Est-ce que je peux l'enlever? Optimisez-le. Faites-le de plus en plus vite. Et après, seulement automatiser si jamais il y a un besoin. Mais encore une fois, votre besoin vient avant votre outil. Si vous sélectionnez un outil sans réfléchir à votre process ou à votre besoin, vous allez juste copier-coller la façon dont il fonctionne et vous dire « Ah, bah, il fonctionne comme ça, du coup, je dois fonctionner comme ça. » Faux. Par exemple, il y a une hype monstrueuse sur Notion, Notion, Notion. Je ne suis pas anti-Notion. Je trouve que l'utilisation qui en est faite actuellement, on est en 2023 pour info, est erronée. Notion, c'est un excellent wiki intra-entreprise, et c'est le meilleur sur le marché, et il met des longueurs d'avance à qui veut. Hein. Par contre, l'utilisation qui en est faite et qui en est montrée en mode « Regardez comment je fais bien mon truc sur Notion » est fausse. Faites faire un CRM sur Notion, faire un CRM du respectable sur Notion, c'est une hérésie. Parce que vous ne pourrez pas mettre vos champs comme il veut, automatiser, c'est hyper complexe, ça ne se cale pas bien, etc. C'est pour vos 3 ou 4 clients, pas de souci. À un moment, il faut savoir dire, OK, bah, j'ai dépassé l'outil, je passe à autre chose. Encore une fois, des goûts et des couleurs. Si vous préférez rester sur Notion, restez sur Notion. Le meilleur outil à implémenter, c'est celui qu'on ne doit pas implémenter. Donc, si vous êtes à l'aise sur un outil, restez dessus aussi. Bon à savoir, si un de mes confrères vient et vous dit, il faut changer l'outil, challengez. Il y a quelques outils comme ça où on sait qu'ils sont extrêmement fermés. Je pense à System.io par exemple, qui est très recommandé, mais qui est complètement fermé d'un point de vue automatisation. On ne peut rien faire avec. Donc en gros, si vous voulez qu'on automatise, nous, il faut qu'on change. On n'a pas le choix. Désolé, ouais. c'est ça. Oui. System.io, il y a certains trucs qu'on n'aime pas. On n'aime pas trop Notion pour le coup, parce que c'est pas facile de s'y connecter, de travailler avec par l'API. Voilà, il y en a 2-3 comme ça qu'on n'aime pas. Mais c'est comme ça, on fait avec. C'est marrant parce que tu vois, Notion, moi j'aurais dit l'inverse. Tu vois, les automatisations, clairement, c'est pas quelque chose que je fais vraiment. Alors, vous voyez pas la tête d'Antoine, mais c'est genre, non. Mais c'est une image, Notion, de quelque chose qui est très no-code et très connectable, et en fait, pas forcément, Bah, quoi. en fait, si, ils sont très no-code et très connectables, et en fait, ils rendent très facile tout plein de choses qui étaient infaisables avant. Il faut dire, l'outil D'accord. est extra, hein. Allez-y, l'outil est vraiment bien. Alors moi, j'utilise pour des trucs très spécifiques, mais l'outil est franchement bien. Par contre, dès que vous voulez entrer dans un système d'automatisation un peu plus poussé, vous allez vous retrouver face au fait que, par exemple, si vous voulez aller extraire une donnée dans une base de données Notion, mais alors prévoyez l'après-midi, hein. C'est très très complexe. Et au-delà de ça, en fait, le gros problème de Notion, c'est son point fort,
c'est qu'il est ultra modulaire et que Et tu peux oui, tout faire. Et c'est ça. quand tu peux tout faire, eh ben, t'en fais beaucoup trop. Je pense par exemple à une fonctionnalité dans ClickUp, qui est un espèce d'Asana-like. En fait, un truc de génie qui permet de dire, on connaît tous les soutages, le soutage, le soutage, le soutage. Et ben en fait, ils ont dit, au maximum, tu peux aller à 1, 2, 3, 4, 5, et tu peux le verrouiller. Donc ça veut dire qu'avant, moi j'avais un client comme ça qui avait des soutages, j'avais 6 soutages. Je dis, bah, c'est bon, on arrête là, 6 niveaux de soutage. On a mis à un. Bah, maintenant, quand il fait une soutage, il se dit, bah, est-ce que je veux vraiment la faire à soutage? Bah, pose-toi la question si tu veux la faire à soutage. Dans Notion, tu peux faire ce que tu veux. Voilà. Et après, Notion ne correspond pas à moi, à la façon dont je réfléchis, et j'aime pas trop cette arborescence que je trouve très restrictive, mais c'est un autre débat. Ça Mm. plaît à certaines personnes, restez dessus par pitié, ne changez pas parce qu'on vous dit de changer, et ne changez pas parce que je vous dis de changer par pitié. Voilà. Ça devient compliqué. Non, mais c'est intéressant. En fait, un bon outil, c'est celui sur lequel on est à l'aise, c'est celui qui répond à notre besoin. Et point Voilà. barre, en fait, hein, y a pas... et Ouais. c'est celui qu'on challenge aussi. On évolue, enfin, le business Exactement. évolue. Ouais. Donc, tout outil qui soit, toute notion qui soit, si demain, en fait, il correspond plus aux besoins, ben, il correspond plus aux besoins. Voilà, c'est le meilleur outil, c'est celui que vous allez utiliser. En bas. Super. À partir de ça, si vous l'utilisez, vous avez un bon outil. Et après, la question à se poser, c'est est-ce qu'il me fait gagner ou perdre du temps? Et après, si vous voulez évoluer, par rapport aux changements que ça va me coûter, par rapport aux adaptations que ça va me coûter, etc., est-ce que c'est intéressant pour moi de changer d'outil ou pas? Il n'y a Ou pas de pas. bonne réponse. Ça, c'est Oui. vraiment un cas particulier. Voilà. À part deux, trois trucs très spécifiques, voilà, il n'y a pas de, il y a pas de réponse. Oui, puis il faut bien se poser la question, parce que c'est vrai que plus on va grandir, plus le business va grandir, plus ça va être casse-pied hein, de changer d'outil. Ouais. On le voit à l'échelle prestataire freelance, tu vois, qui est mon cas, je pense que c'est le tien aussi. Bon, quand j'ai besoin de changer d'outil, une migration, c'est pas non plus la mort. Je me prends un week-end ou 2 jours dans ma semaine, et puis voilà, c'est fait. Versus toi comme moi, quand on accompagne nos clients, qui eux ont des entreprises quand même un peu plus capées. Bah, quand il faut faire une migration, on se pose quand même 2 fois la question. Bien Donc sûr. voilà, là, tu vois, je suis en pleine structuration d'une boîte. Il y a plein de choses à challenger dans les process, mais aussi dans les outils. Alors j'avoue que les process, je les challenge volontiers. J'adore, je prends mon Miro, justement, on parlait de cet outil. Je... je mets à plat tout ça, je suis trop contente, j'ai mes schémas, je comprends ce qui se passe. Et quand je me dis, tiens, en fait, cet outil-là a l'air de ne pas correspondre aux besoins finalement qu'on a sur ce process-là, je réfléchis à 2 fois parce que c'est beaucoup de conséquences. Donc voilà, faut pas trop Ouais. tomber en effet dans le syndrome de l'objet brillant parce que c'est quand même quelque chose. Il vaut mieux avoir un outil qui fonctionne à 80% ou à Ouais, 60% qu'un nouvel outil qui à 100% qui ne fonctionnera jamais. c'est ça. C'est énorme classique. Et encore une fois, sur ces choses-là, moi je recommande toujours de keep it simple and stupid. Il y a beaucoup de monde qui utilise ActiveCampaign parce que c'est un excellent autorépondeur. ActiveCampaign a un module CRM gratuit, enfin gratuit, qui est incorporé dans l'offre. Oui. Et pour ce que vous en faites, c'est peut-être suffisant. C'est peut-être pas la peine de partir sur un pipe drive ou autre chose derrière. En plus, c'est relié directement, il n'y a pas à synchroniser. Ouais, c'est parce que du coup, ça évite les automatisations. Bah ouais, hein, je dis, la meilleure automne, c'est celle qui n'a pas à être mise en place, encore une C'est ça. fois, hein. Hmm. Donc, non, non, là-dessus, Ouais. c'est vraiment un point. Voilà, c'est qu'est-ce que vous voulez faire avec, qu'est-ce que ça va vous apporter, et avant de dire je change, rechallengez une fois pour le coup. Voilà. Et juste un petit truc qui peut être très pratique par rapport à ça, on parle beaucoup de changement, de matrice de changement, etc. On voit toujours l'avantage que j'ai à changer Hmm. et le désavantage que j'ai à ne pas changer. Par Oui. contre, il est aussi intéressant de regarder l'avantage que j'ai à ne pas changer Hmm. et le désavantage que j'ai à changer. Et avoir les 4 cas de cette matrice permet en général de voir d'autres choses auxquelles on ne pense pas forcément, hein. Un autre débat sur les outils, la gestion des mots de passe. Ah, La intéressant, oui, d'en parler. gestion des mots de passe, il faut absolument la prendre la plus tôt possible. Sinon, c'est un enfer. Investissez dans un Dashlane, un OnePassword, un LastPass, hein, ce que vous voulez, mais investissez là-dedans. Parce qu'un mot de passe, c'est pas coucou du 35, ce n'est pas un mot de passe. C'est Hmm. craquable en moins de 15 secondes par n'importe quel ordinateur. Oh, une minute, allez. Donc, un Hmm. mot de passe, c'est 15 caractères, ultra avec des caractères spéciaux, des chiffres, des majuscules, des minuscules et tout le bordel qui va avec. Et gardez-les et partagez-les. Ça peut paraître très contraignant, ça l'est, mais je peux vous assurer que si vous avez une bridge là-dedans, vous serez content de l'avoir fait.
Parce que le jour où vous faites hacker ou quelqu'un oublie, vous allez être mal. Donc pensez-y à l'avance et pensez-y aussi de comment je fais pour donner accès à mes outils à mon équipe. Est-ce que j'ai un password central où tout le monde peut se connecter? Ça va me poser des problèmes de localisation parce que Google va pas comprendre pourquoi un coup je suis au Panama et un coup je suis en France. Ou est-ce que j'ai un user par personne de mon équipe? Est-ce que j'ai des users nommés, pas nommés, etc. Ça paraît anodin, mais quand vous avez des équipes qui commencent à grossir, on perd vite beaucoup de cheveux. Expérience. C'est vrai. C'est vrai. Et puis en plus, se pose la question sur la gestion des mots de passe quand on travaille avec des freelances. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de turnover. Donc, c'est vraiment important d'être en maîtrise de ça parce qu'on peut très vite se retrouver à ne plus savoir à qui on a donné quoi comme mot de passe. Tout à Et fait. bah là, les failles de sécurité, c'est pas que les gens sont malveillants, hein, c'est pas du tout ça la question, mais c'est des énormes failles de sécurité, quoi. Donc, Tout à fait. Et, voilà. et c'est un autre débat. Moi, je vous recommande de faire un truc. Ayez un gestionnaire de mots de passe pour vos mots de passe à vous, pour vos applications à vous. Et si jamais, en tant que freelance, en tant que prestat, vous avez les mots de passe de certains de vos clients, mettez dans une autre application. Par exemple, j'ai LastPass pour les mots de passe hors perso, un perso entreprise, Oui, et j'ai Dashlane pour tous mes mots de passe entreprise. client. Et Mm. bah non, pour entreprise, client, c'est LastPass, Ah, ok, et pardon, c'est on l'inverse. s'en fout, c'est l'inverse, c'est pas Ouais. très grave, c'est pas intéressant. Et l'important, c'est que j'ai tous les mots de passe dans une application qui est quand même sécurisée. Et c'est pas Mm. en train de se balader sur un post-it dans le bureau où c'est pas marqué, c'est pas un fichier texte sur mon bureau, ça reste sécurisé. Voilà. C'est quand même un peu la base. Les clients nous confient beaucoup de choses, surtout dans nos métiers où bah, finalement on a le pouvoir de faire quasiment tout ce qu'on veut. C'est pas pour ça qu'on fera tout ce qu'on veut, mais par contre, il y a une certaine responsabilité. Hein. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, pour ne C'est pas ça. citer un film de chez Disney. Voilà. Excellent. Merci d'avoir abordé ce sujet. On n'avait pas parlé, mais c'est vrai que c'est intéressant, important. Super. Troisième concept, les amis, méthode pour processiser et automatiser. Je pense qu'on en a pas mal parlé finalement un petit peu tout au long de cette Grave. saison. Euh, mais résumons. Résumons. Résumons, et si on résume. La première étape, on a déjà dit, c'est pourquoi vous voulez faire Mm. ce process, et s'il y a un process existant, c'est de le mapper, de le mettre à plat, hein, sur un miro, sur votre mur, où vous voulez. Dessinez vos process. Je l'ai écrit en majuscule avec vos équipes ou par vos équipes. Et comprenez qui fait quoi. C'est pas parce que vous êtes le chef que vous savez comment ça fonctionne. À Mm. un niveau, ça ne fonctionne plus comme ça. Donc ça doit être fait avec vos équipes ou par vos équipes en collaboration. Et évidemment, challenger. Deuxième étape, réfléchir à ce qui apporte de la valeur ajoutée à votre client final ou à votre entreprise. Et tout ce qui n'apporte pas de valeur ajoutée, eh ben, parfois il faut le faire. Hein, la compta, ça n'apporte aucune valeur ajoutée aux clients ou aux entreprises, mais c'est obligatoire. Réfléchissez à comment vous pouvez diminuer le temps sur lequel vous passez dessus et à le déléguer. C'est typiquement les premiers sujets sur lesquels on veut commencer à automatiser. On n'a pas parlé, par exemple, le cas d'école, c'est la prise de rendez-vous. Oui. Prise de rendez-vous, un Calendly, un zcal.co, un cal.com, c'est gratuit, enfin, Calendly, ça ne coûte rien pour y aller et ça vous fera gagner un temps de dingue à vous, à vos clients, à tout le monde. Voilà. Alors, j'ai pris l'exemple le plus bateau qui existe, mais on peut en parler voilà, on peut parler de la gestion de mot de passe, de la gestion des contacts autorépondeurs, de ce que vous voulez, ça n'apporte aucune valeur ajoutée. Donc, typiquement, Mm. posez-vous la question, qu'est-ce que mon client, pourquoi mon client est prêt à payer? Est-ce qu'il est prêt à payer le fait que je galère à me fixer un rendez-vous? Non. Est-ce qu'il est prêt à payer mon expertise? Oui. Tout ça, c'est valeur ajoutée. Tout le reste, non valeur ajoutée. Comment j'optimise ça? En gros, voilà, c'est à peu près tout à faire. Et voilà. Après, j'ai maqué, toujours mapper, toujours faire le mapping et posez-vous pourquoi vous faites les choses. Oui. En gros, c'est du travail en amont, quoi, la processisation Ouais, et et, je, et je- l'automatisation. et je cite la phrase, alors make ou n'importe quelle automatisation n'est que le reflet de votre process. Si le process est bordélique, l'automatisation sera bordélique. Voilà, simplement. Je pense que c'est clair à présent. Euh, Il y a une notion de délégation versus automatisation qui est intéressante à poser, qui est de dire, est-ce qu'il faut que je délègue ou est-ce que j'automatise? Alors, il n'y a pas forcément de bonne réponse. Le premier crible, c'est est-ce que c'est faisable par une automatisation? Il y a beaucoup de choses qui sont faisables par automatisation, et de base, vous avez plutôt intérêt, tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée, à l'automatiser plutôt qu'à le déléguer si vous pouvez.
ok. Si vous avez du copier-coller à faire entre deux bases Excel ou je ne sais quoi, ne le déléguez pas, automatisez-le très clairement. Et surtout, ne l'automatisez pas, supprimez cette table est complètement conne et qu'il n'y a rien à faire là. Mm. Par contre, il y a des endroits où la délégation est indispensable. L'automatisation ne sait pas répondre aux emails. Peut-être que ChatGPT 32 pourra le faire, mais pour l'instant, il ne sait pas le faire. Voilà, on pourra aller à un certain niveau, mais il faut bien se rendre compte qu'avec la processisation et l'automatisation, sur certains types de tâches, type par exemple ton métier ou le mien, on va pouvoir gagner, mais à la marge. Moi, si j'automatise à mort, c'est déjà fait, je vais gagner du temps sur la création de mes factures, la création de mes devis, la création de ma compta, etc. Mais c'est déjà fait. Mais c'est Mm. pas ça qui va me faire gagner une journée ou 3 jours par semaine. Je vais gagner peut-être 1 heure par semaine. C'est pas ça qui va changer mon quotidien. Je vois Et très donc, bien. c- et donc la question se pose, ok, maintenant, si je veux passer à l'étape du dessus, comment je fais pour? On parlait dans un épisode précédent de déléguer, par exemple, la croissance du chiffre d'affaires. L'automatisation, croissance du chiffre d'affaires, elle va pas appeler le prospect, hein. Donc là, vous devez déléguer, vous n'avez pas le choix. Oui. Oui, ça va vous permettre d'enlever des irritants et de gagner un peu de temps, mais finalement, le temps, vous gagnerez plus de temps à déléguer et à mettre des bons process quand vous aurez délégué qu'à essayer d'automatiser un truc, machin, etc. Ce qui n'est pas du tout la même chose, par exemple, pour l'acquisition. L'acquisition, vous pouvez quasiment la faire en full automatique, entre la connexion au Facebook Manager ou à ce que vous voulez, ça peut, voilà, domaine différent. Mais je recommande en règle générale, si vous pouvez automatiser une chose qui est automatisable, commencez par automatiser avant de déléguer. Vous rendrez service à votre trésorerie et à la personne qui va faire le taf, parce que faire un travail répétitif, bah, c'est pas marrant, quoi. Pour être honnête, Mm. c'est pas fun, quoi. Voilà. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Mais c'est vrai que il y a ce degré en fait de réflexion qui est est-ce que j'automatise, est-ce que je délègue? Pour réfléchir à ça, il y a aussi quel est le résultat que je veux? Quelle est la qualité quelque part aussi que je veux Bien sûr, obtenir? bien sûr. Parce que si je prends par exemple le customer care, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut automatiser dans le customer care. D'ailleurs, il y a beaucoup d'outils, SaaS qui automatisent une grande partie du customer care et c'est plus ou moins bien fait. Voilà, donc des fois, c'est très bien fait, ça permet d'accélérer le processus, de ticketing et cetera. Puis des fois, c'est pas le cas. Donc, en fonction du niveau d'excellence qu'on veut avoir, est-ce qu'on veut être sur un customer care plutôt 5 étoiles et presque luxe en quelque sorte, ou est-ce qu'on veut se placer plutôt en mode efficace et entre guillemets pas cher. Il y a un- Type, ouais, Non, je veux dire, il y a un concept très rigolo en industrie. Alors, en français, on l'appelle le BPC. Et en anglais, ouais. j'ai découvert récemment, ça s'appelle l'OIO. Only Handle It Once. Et en gros, c'est le concept de dire que si tu dois toucher à quelque chose 2 fois, c'est une fois de trop. Parce que du coup, Hmm, c'est du temps que tu vas reperdre dessus. Et la question, c'est pas limite, le customer care est à la ramasse ou je veux un très bon customer care. La question, c'est pourquoi tu as besoin d'avoir un bon customer care? Et pourquoi les gens appellent ton customer care? Et comment tu fais en sorte que les gens n'appellent pas la ton belle- customer care? Eh oui. Donc ça se trouve, il Ouais. faut plutôt mettre un mec en plus dans l'onboarding que mettre une personne en plus dans le customer care. Hmm. Ça paraît bête dit comme ça, mais c'est typiquement une problématique de quel est mon réel problème. Est-ce que c'est parce que mon customer care ne suit pas? Bah oui, mais pourquoi ton customer care ne suit pas? Parce que j'ai beaucoup de demandes. Ah, et pourquoi tu as beaucoup de demandes? Et Et là, on commence à remonter la source et on voit les vrais problèmes. exact, oui, ça sert à rien d'ajouter des couches et des couches sur, Voilà. enfin, de patcher, mettre des patchs, des patchs, des patchs. Mm. C'est un peu enfin, moi là, comment dire, le parallèle que je fais, c'est celui entre la médecine holistique, la médecine naturelle, pardon, et la médecine allopathique. La médecine allopathique, souvent, on vient régler le symptôme. Et c'est OK, c'est très bien et on en a besoin. Et tu vois, quand tu as un cancer, tu es bien content qu'on puisse régler le symptôme. Euh, mais parfois, c'est bien aussi d'aller voir un petit peu ce que la médecine plus naturelle, plus, comment on dit, tu sais, genre médecine chinoise, etc., vient nous apporter parce que elle va creuser sur le fond du problème. Et donc, tu Mm. vas venir soigner quand même ta douleur avec la médecine allopathique. Et c'est bien d'aller trouver une réponse un peu plus approfondie. C'est un petit peu la même Tout chose à fait. sur ces questions-là. C'est oui, il faut mettre le pansement parce qu'il faut arrêter que ça saigne là. Mais par contre, c'est bien d'aller chercher C'est- le problème dans le Mais fond. il y a une image comme ça dans l'industrie. C'est ce qu'on appelle la cause racine, ce que tu expliques. C'est en mode, si j'ai un tuyau qui fuit, bah, tu as deux solutions. Soit tu coupes l'eau, bon, ok, super. Soit tu mets un pansement sur le tuyau qui fuit, il va continuer à fuir. Soit tu changes le tuyau, soit tu comprends pourquoi il fuit et tu changes le tuyau.
Et tant que tu résolveras pas le problème de pourquoi il fuit, bah, il va continuer à fuir, en fait, hein. Voilà. Complètement. Et ça, actuellement, moi, je le vois pas assez fait dans l'entreprise. Ça change complètement la manière de penser et le pourquoi on fait les choses, finalement. Mais c'est vrai que quand on est dans le day-to-day et qu'on veut toujours avancer, bah, il y a un problème, on rajoute une couche, on balance un customer care, on balance un email, alors qu'en fait, le problème, il n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout là. Hyper intéressant. Tous ces échanges avec toi me font dire que, tu vois, le côté process et automatisation, c'est vraiment très stratégique et qu'on le délaisse un petit peu. Parfois, c'est un peu relégué à son simple. On pense qu'à la base de la chose. Ok, j'ai un process, ça me sert à mieux faire mes tâches. J'ai une automatisation, ça me sert à gagner du temps. Ok. Mais en fait, quand on prend la chose avec ton approche, ta méthodologie, pour moi, il y a quelque chose qui paraît très évident, c'est que on peut vraiment venir résoudre des questionnements stratégiques dans l'entreprise. Et c'est aussi quelque chose qu'on a développé côté finance avec Arnaud sur le tournage de ce matin. C'est en fait, ok, on peut prendre la finance côté data, ok, je sais combien je gagne, je sais combien je décaisse, ok, mais on peut aussi le prendre de manière très stratégique et du coup, ça devient un outil vraiment indispensable à ton développement, quoi. En fait, pourquoi c'est indispensable, c'est qu'à la base, c'est quoi un process? Si on pose réellement la question, c'est quoi un process? Un process, c'est j'ai un truc qui rentre et j'ai un autre truc qui sort. Or là, on parle de process au niveau de service opérationnel, Mm. mais finalement, est-ce qu'une boîte en elle-même n'est pas un process? Vous avez 2 heures. Et donc c'est pour ça que c'est si intéressant, c'est qu'en fait le process c'est un espèce de jeu de poupée russe, vous pouvez le voir à tous les niveaux, vous pouvez le questionner à tous les niveaux, vous pouvez le faire évoluer à tous les niveaux. Et finalement, tout travail qui est fait n'est qu'une succession de process. Je suis en train de casser les rêves de beaucoup de monde, désolé. Mais c'est vraiment ça, c'est quand vous répondez à un client, quand vous écrivez un email, c'est un process. Il n'est pas forcément écrit de base, vous ne l'avez pas forcément en tête, mais c'est un process. Vous commencez par ouvrir un email, écrire la réponse, appuyer sur envoyer. C'est un process. Bon, c'est dur, mais c'est un détail. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est qu'on peut travailler à tous les niveaux, et pas juste sur de l'ultra opérationnel, comment je réponds, comment je gagne du temps sur l'automatisation, etc. Mm. Ça, c'est du très très opérationnel. Il y en a absolument à tous les niveaux. Comment je communique, comment je fais en sorte que les gens soient alignés, comment je génère mon argent, etc., etc., etc. Et bon, ça c'est Arnaud qui en parlera bien mieux que moi, je pense. C'est tous ces points de vue-là. Hein. Donc on parle de process, on devrait parler de process managérial, de process d'organisation, de process de direction, de C'est process ça. d'organisation, etc., etc., qu'on réunit sous process, qui est un terme un petit peu fourre-tout et que tout le monde voit comme le pauvre mouton noir que personne n'a envie de faire parce que je suis entrepreneur pour kiffer ma life, pas pour prendre des process. C'est pas un souci, c'est juste que ça risque d'être un peu plus complexe pour le coup, Mm. et on risque de beaucoup réinventer l'eau chaude, ou la roue, comme tu veux. Dans les deux cas, c'est compliqué. Voilà. Ok. Écoute, je te propose de passer au dernier concept qu'on a en fait déjà bien Bien pensé, essoré ouais. Oui, dans je tous les pense, oui. sens. Je Mais pense. terminons là-dessus. Je pense que c'est une bonne chose parce que je sais que c'est quelque chose que tu avais à cœur de déconstruire enfin, sur ce podcast. Je vais dire ce process. Trop de process dans. Stop! Terminons là-dessus. Concept 4, process and beyond. Beyond. Je reprends tes termes. Pourquoi automatiser est un leurre et pourquoi l'automatisation n'est qu'un moyen et pas une fin? Vous m'avez dit, je l'aurais peut-être pas phrasé comme ça, mais voilà. En fait, ça va reprendre beaucoup de choses qu'on s'est déjà dit. Mm. J'ai commencé par tout dans le titre. Il y a une énorme mode de l'automatisation actuellement où on se dit, waouh, mon business il tourne tout seul, je suis solopreneur, tout se passe, j'ai Zapier, ça fonctionne, etc. C'est faux. C'est complètement faux, parce que ces personnes-là ont dû passer beaucoup de temps, etc. Et l'automatisation en elle-même ne fera que résoudre, si vous voulez, ne fera que faire l'extra mile. Vous pouvez très bien avoir des boîtes qui tournent extrêmement bien sans une once d'automatisation. Spoiler alerte, l'énorme majorité d'entreprises, c'est le cas, parce qu'elles ne sont pas automatisées. Ça fonctionne très bien. La plupart des multinationales n'utilisent pas d'automatisation ou des machins ultra manuels. Ça fonctionne très bien. Ok. Donc c'est pour ça que c'est un peu le truc à la mode. Je suis un peu en train de tirer une pied dans le business, mais c'est comme ça quand même. Ne voyez pas l'automatisation comme la réponse à tous vos problèmes. Oui, ça va peut-être solutionner certains de vos problématiques, peut-être, et encore, c'est même pas sûr. Par contre, la démarche qui doit mener à automatiser, pour moi, elle doit être bien plus profonde que je veux automatiser.
Il faut comprendre pourquoi vous voulez automatiser, ce que vous voulez en faire, l'état final recherché, etc. J'ai une deuxième phrase, c'est les process mal ficelés iront toujours au tapis et les automatisations suivront très rapidement. Parce que c'est ça, en fait, le cœur du sujet. C'est si vous n'avez pas un process qui est stable, qui fonctionne bien, vos automates ne pourront jamais rien faire. Donc, arrêtez d'automatiser, posez-vous sur vos process, posez-vous sur ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, et sur finalement quel est le cœur du problème. Et 90% du temps, les solutions, elles sont connues par vos équipes. Les solutions, elles sont connues par vos équipes, ils savent comment y répondre, ils savent ce qui bug, et vous pourrez apporter le 10% qui mettrait « Oh tiens, j'ai une bonne idée, on pourra peut-être arrête de le faire, on fait comme ci, on fait comme ça, tu vas gagner du temps, tout le monde sera plus content, etc. » Et en fait, le tout premier slogan de mon entreprise, c'était remettre l'humain au cœur du processus. Qui n'est pas le slogan officiel pour le coup, mais on s'en moque. Et il y a vraiment ce côté de automatiser, c'est vachement bien, c'est vachement rigolo, il y a un côté geek, 21e, 22e siècle, je ne sais plus où on en est, mais ça ne résolvera pas aux problèmes de fond. Aux problèmes de fond, ils vont être de communication, ils vont être que vous ne maîtrisez pas forcément comment ça fonctionne dans votre boîte, etc. etc. Et c'est ça qu'il faut régler avant. Sinon, c'est juste une couche de vernis sur une peinture qui est déjà brûlée. C'est complètement inutile. C'est vraiment ça le message. La plus grande richesse de votre entreprise, ce n'est pas l'infrastructure technique qui est derrière, ce sont vos équipes, ce sont les process et les façons de faire qui sont derrière. Si vous n'avez pas d'automatisation, votre business pourra tourner. Si vous n'avez pas de process et vous n'avez pas d'équipe, pas de communication, pas de cohésion, vous pourrez mettre toutes les automes que vous voudrez, ça ne servira absolument à rien. Et je sais que c'est à contre-courant de la mode actuelle qui est de dire j'automatise et je rends tout automatique et tout fonctionne bien. Je suis d'accord, je pense que c'est une fausse mode pour le coup. On parlait du lean et des méthodes sous-jacentes que j'utilise derrière. C'est des méthodes qui sont nées dans les années d'après-guerre et pas celles en cours, celles d'avant. Voilà, donc c'est des années qui ont des méthodes qui ont 50, 70 ans, qui fonctionnent très bien, qui fonctionnent encore à date et en fait qui se basent sur une seule paramétrage qui est de dire redonnons le pouvoir aux personnes qui travaillent dans ces process-là. Redonnez l'ownership du lieu de travail aux personnes qui y travaillent. Et ce sont elles qui vont vous donner les petites pépites que vous devrez utiliser, ce que j'appelle les irritants, en fait, lever les irritants. Oui, et vous verrez qu'une équipe sans irritants, sur lequel vous avez fait le travail de lever les irritants, de l'écouter, d'en prendre soin, etc., vous en sera à jamais redevable et voudra bosser avec vous. Au contraire, si vous ignorez ses demandes et vous lui dites « T'inquiète, on automatise », mais je sers à quoi finalement, moi? Voilà. Ouais. Il y a vraiment ce point-là, et on reboucle sur la notion de perte de sens, etc., qui est aussi très à la mode actuellement. Voilà. Moi, mon rêve personnel, Antoine Boulet personnellement, c'est de vivre dans une société où tout le monde peut travailler dans sa zone de génie ou de valeur ajoutée. Et je suis persuadé que si c'était le cas, on vivrait dans un monde qui est beaucoup plus lean, beaucoup plus apaisé. Je ne parle pas du contexte actuel, beaucoup moins stressant, stressé, etc. Et c'est ce que j'aimais beaucoup quand je suis allé au Japon, c'est qu'on retrouve un peu cette paisibilité d'esprit, parce que les gens sont dans leur zone de valeur ajoutée, dans leur zone de génie, et que ça fonctionne super bien. Mais écoute, merci beaucoup Antoine pour ce mot de la fin, en tout cas de la fin de cet épisode qui sonne très très juste à mes oreilles. Et oui, la seule chose sur laquelle j'ai envie de rebondir, c'est la valeur en fait de l'entreprise, c'est les expertises et l'intelligence humaine en fait. Donc on a plein d'outils aujourd'hui à notre disposition, notamment dans le digital, pour vraiment aller optimiser tout ça. Mais ce n'est que du supplément. J'ai envie de dire, c'est pas l'essence. Tu remarqueras que tu parles d'optimisation. Oui, tout à fait. Et pas de création. Exactement. Voilà. Génial. Eh bien, écoute, un immense merci pour cet épisode. Je suis sûre qu'il y a encore plein de pépites que les auditeurs ont pu récolter. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Je te dis du coup à une prochaine fois et à bientôt. Salut Sonia, à bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.